Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur changer la norme sociale avec l'exemple de la campagne Pas de VUS pour moi. Je voudrais tout d'abord souligner que cet événement est organisé en collaboration avec la Maison du développement durable et Hydro-Québec, son partenaire principal de la programmation, et Desjardins, son partenaire majeur. Donc, je me présente. Marc Desnoyers m'accompagne. Je suis Philippe Jacques, chargé de projet en communication chez Équiterre. Et je suis accompagné de Marc Desnoyers, vice-président stratégie et développement chez Uppercut. Bonjour. La mission d'Équiterre, pour ceux qui ne connaissent pas Équiterre, c'est une des organisations au niveau de l'environnement les plus influentes au Canada. Ça fait maintenant 30 ans qu'on a des programmes qui touchent, qu'on s'attaque en fait à tout ce qui touche transport, mobilité, climat, énergie, alimentation, agriculture, production et consommation. On veut transformer la société, changer les normes sociales, adopter des politiques publiques qui vont être sobres en carbone, compatibles avec les écosystèmes et la justice sociale. Puis nous, de notre côté, ben, on est l'agence Uppercut. En fait, on est une agence qui est spécialisée en marketing sociétal. Donc, on travaille beaucoup avec des organisations qui ont de belles causes, qui souhaitent mettre de l'avant des idées pour changer le monde. Des organisations comme Équiterre, là, avec qui on a une collaboration depuis plusieurs années sur différents enjeux, mais dont la question de la mobilité et en particulier la question des VUS dont nous allons parler aujourd'hui. Puis pour la présentation aujourd'hui, vous avez à droite un bouton questions. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez y aller. On a une modératrice avec nous, Alice, qui va nous partager les questions à la fin de la présentation pour Marc et moi. Il y a également un bouton aussi dans le chat qui est pour tout le monde, s'il y a quelque chose là, qui touche un message pour tout le monde, mais il y a vraiment la section questions à utiliser pour nous. Donc, les enjeux liés au transport et à la taille des véhicules, pour quelles raisons on s'y est attaqué du côté d'Équiterre? C'est vraiment au niveau des émissions de GES. Le secteur des transports est vraiment le secteur qui produit le plus d'émissions de GES. On le voit, on est à peu près à 43 on voit également que par habitant, par personne, le Canada avec les États-Unis, on est vraiment les pires élèves de la classe. On entend des fois des gens par rapport au changement climatique qui disent de toute façon, ce qu'on fait n'a pas d'impact. Regardez la Chine, regardez l'Inde. Oui, mais si on regarde le Canada, par habitant, on pollue énormément et les transports, c'est vraiment notre faiblesse. C'est la raison pour laquelle on a cette campagne-là. Spécifiquement, on a un enjeu d'obésité routière. Vous l'avez remarqué, les camions sont de plus en plus gros sur nos routes. Il y en a de plus en plus. Les émissions de la province ont augmenté de 21 en raison des véhicules personnels. On a maintenant 5,4 millions de voitures et de camions légers au Québec. Et on voit l'augmentation par année là, qui continue. Est-ce qu'on va atteindre 7 millions de camions, de véhicules sur nos routes en 2050? On espère que non. Les enjeux pour les VUS spécifiquement c'est en hausse fulgurante. On voit le graphique ici à droite. Les voitures, c'est en diminution au niveau des ventes, mais ce qui est en fait, quand on va dire le terme VUS ici, ou camion léger inclut les VUS, inclut des pick-up, que ce soit des petits ou des gros VUS. On a décidé d'y aller avec le vocabulaire VUS. C'est quelque chose qui est assez connu, reconnu pour les gens. Et donc, ça a une hausse incroyable et des impacts qui vont avec. Bon, au niveau des ventes, j'en parlais un petit peu, on est rendu à 85 au Canada des véhicules vendus neufs qui sont des VUS. Leur impact, en moyenne, c'est 20 plus polluant qu'une voiture. Oui, certains plus petits VUS vont polluer un petit peu moins, d'autres vont polluer plus, mais en moyenne, c'est 20 plus polluant. On le sait qu'il y a eu des avancées technologiques. Les voitures polluent moins qu'avant, mais étant donné sont tellement de plus en plus grosses que ça va annuler cet effet-là technologique. Puis oui, peut-être que le VUS du même format pollue un peu moins qu'il y a 2-3 ans, mais la voiture du même format pollue également moins qu'il y a 2-3 ans. Fait qu'on demeure en moyenne à un 20 d'écart. Et c'est en fait, c'est responsable de 50 de la hausse des GES au Québec. Fait que ça, c'est un fait important. C'est la raison pour qu'on s'y attaque. On se fait parler des fois de chez Kitara, vous pourriez vous attaquer aux bateaux de croisière, les gens qui prennent l'avion, d'autres trucs. Tout est important, chaque geste compte, mais en même temps, les VUS à eux seuls, c'est 50 de la hausse au Québec de 2015 à 2019. Puis on a un tableau ici à droite qu'on peut voir la consommation d'électricité si on compare des véhicules
à essence versus électrique selon les grosseurs. Il y a vraiment des écarts importants à ce niveau-là. Du côté des quitteurs, ce qu'on préconise, en fait, notre approche, c'est éviter de transférer, améliorer. Donc, idéalement, c'est d'éviter d'avoir, par exemple, à prendre une voiture avec un quartier central qui est pas, souvent, c'est avec l'étalement urbain, on se retrouve très, très loin, un peu obligé de prendre sa voiture, il n'y a pas trop d'alternatives. Fait qu'idéalement, l'aménagement du territoire est fait différemment. On n'a pas besoin de voiture, c'est l'idéal. Deuxièmement, sinon, transférer. D'augmenter la part modale des transports collectifs. Donc, si on peut avoir ces options-là, au lieu de prendre sa voiture, on va prendre le transport collectif, le transport actif. C'est l'autre solution qu'on préconise. Puis, ultimement, troisième, ben, c'est l'amélioration. Si on doit quand même, on a quand même besoin d'une voiture pour X raisons, ben, on essaie de prendre une voiture qui est électrique, de prendre une voiture qui est usagée, de prendre une plus petite voiture. Donc, d'améliorer la consommation de ce qu'on utilise comme solution. J'ai parlé tantôt des enjeux des VUS au niveau de l'environnement, mais il y a également des impacts à d'autres niveaux. Au niveau de la sécurité, entre autres, les VUS sont 2 fois plus impliqués dans des collisions avec des piétons et piétonnes qu'une voiture. C'est pas parce qu'il y en a 2 fois plus. De toute façon, pour information, on a un parc automobile qui est pratiquement actuellement à 50 de voitures, 50 de VUS. Mais de toute façon, c'est de la modélisation. Il y a vraiment 2 fois plus d'impact, de collisions, pardon, avec des VUS. Et ces collisions-là sont 28 plus mortelles pour les conducteurs et conductrices de l'autre véhicule pour des raisons au niveau là, du poids, au niveau de la hauteur. L'impact quand il va arriver aussi avec une voiture, ça va frapper les jambes. Quand c'est un VUS, ça va aller frapper directement les organes vitaux, renverser la personne, peut-être passer sur la personne versus la personne qui se fait faucher aux jambes sur la voiture. Généralement, elle ne va pas en décéder. Fait que 28 plus mortels les collisions avec les VUS. Financièrement également, ça coûte en moyenne 10 000 de plus l'achat d'un VUS versus une voiture, 4 000 d'entretien par année. Fait qu'on va parler tout à l'heure de l'industrie aussi. Il y a des raisons pour lesquelles c'est autant mis de l'avant. La publicité est très axée autour de ces VUS-là. On a fait une étude chez Kita il y a quelques années avec des partenaires. On était à 89 de publicité automobiles qui sont pour faire la promotion des VUS. C'est pour ça que vous voyez pratiquement seulement des publicités maintenant de VUS et très, très, très rarement des publicités de petites voitures. Les concessionnaires, c'est-à-dire les fabricants automobiles, font vraiment des marges de profit plus élevées. On va maintenant vous présenter, Marc va vous présenter la campagne Pas de VUS pour moi. Comment on est arrivé avec cette campagne-là il y a quelques années? Très bien. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, dans un processus où, évidemment, tu sais, Équiterre a une fine connaissance avec ses partenaires, on fait beaucoup, beaucoup de recherches, entre autres avec le Cyrano, tu sais, différents spécialistes là, du milieu universitaire qui sont venus nous nourrir, en fait, de tous les différents éléments et bien d'autres, là. Philippe les a résumés là, dans les dernières minutes. Nous, après, comme publicitaire, notre rôle, c'est d'identifier les éléments qui sont les plus porteurs dans cette masse de documentation-là et essayer de transformer ça en message simple, facile, digeste pour le plus grand nombre. Donc, l'idée, donc c'est dans ce contexte-là que vient s'inscrire la publicité, le volet qui était vraiment de notre côté. Il faut comprendre aussi que la campagne dont je vais vous parler là, dans les prochaines diapositives s'inscrivait également dans un contexte plus large où, par exemple, Équiterre communique sur son site Internet. Il y a tout un volet de relations publiques, relations médiatiques qui est fait avec ça. Et évidemment, il y a toutes les activités en continu qui se font aussi sur les médias sociaux par Équiterre. Donc, nous, on est arrivé au moment où il y avait quand même un bon volet de recherche qui était établi. Avec des spécialistes, Équiterre avait été en mesure d'identifier les motivations profondes d'achat pour les VUS chez les consommateurs. On a eu accès à toutes sortes de comparatifs sur les pratiques publicitaires de l'industrie automobile. Puis évidemment, en lien avec une campagne qui va venir sensibiliser la population pour tranquillement les amener peut-être à poser des gestes ou à changer leur comportement. Mais il faut qu'évidemment on soit prêt à proposer des politiques publiques qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite et de faire une étude d'impact réelle là, sur ce que la campagne va avoir donné par la suite. Donc, ce qui est intéressant aussi qu'on avait noté là, dans cette
phase de recherche-là, c'est qu'évidemment, il y a des associations spontanées qui se font entre la taille des véhicules, la virilité, la nature, ce genre de thématiques-là. On va y revenir un petit peu plus loin. On l'a confirmé d'ailleurs dans les groupes de discussion qu'on a fait là, avant de faire la création de la campagne. Donc, grosse majorité de publicité au Québec, au Canada, pour les véhicules, ce sont des véhicules VUS. On est sur des thématiques connues, virilité, prestige, loisir, liberté, nature, puissance, compétitivité. On est vraiment sur ces éléments-là. Et une constante, là, hein, je vais vous décrire la publicité, puis vous la voyez sûrement déjà dans votre tête, là, où on a une famille qui va serpenter un chemin idyllique dans une montagne, une super belle montagne sur le bord d'une rivière à VUS. C'est vraiment cette image-là, cette sensation-là là, que les concessionnaires ou que les producteurs automobiles souhaitent associer au VUS. Alors que, comme les études qu'Équiterre a fait faire démontraient, le besoin d'un grand, gros véhicule puissant pour aller au fin fond des bois ou pour transporter de très lourdes charges, c'est la réalité, c'est une petite portion de la réalité d'utilisation des VUS, parce qu'en fait, la grande majorité des gens utilisent les VUS pour aller faire leur épicerie ou pour transporter quelques personnes, donc des activités qui pourraient aisément se faire avec une voiture. Donc ça, on est parti de cette intelligence marketing-là qui avait été faite en collaboration avec Équiterre et avec les chercheurs avec qui on travaillait. Puis nous, bien évidemment, comme publicitaires, on trouve ça toujours très intéressant de décortiquer les éléments les plus potentiellement percutants ou qui peuvent avoir un impact sur la population qui vont être exposés à notre campagne de publicité. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on est allé se partir de ces constats-là, puis on est allé les tester dans des groupes de discussion. Les groupes de discussion, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on organise de 2 à 6 tables où tu as entre 6 et 8 personnes, puis on a un animateur qui va les faire discuter pour comprendre leur motivation, puis surtout leur perception par rapport aux VUS ou aux automobiles. Et là, évidemment, je ne vous fais pas un rapport complet, mais de ces groupes de discussion-là, on est allé valider ou même confirmer ou surconfirmer des éléments que la recherche nous avait déjà démontrés. Première chose qui est intéressante à noter, c'est qu'en fait, les arguments trop rationnels, excuse-moi Philippe, mais ceux dont tu parlais en début sur le fait qu'on les utilise peu, la surconsommation que ça entraîne, etc., tout ça, on peut te poigner dans une discussion autour d'une table spontanément avec les gens. On est davantage dans des arguments, je dirais, qui touchent l'affect psychologique ou la manière dont les gens conçoivent leur propre identité. On est vraiment dans quelque chose qui est psychologique puis qui est plus subtil que rationnel. Donc, à la base, le VUS il est perçu comme une extension de soi. C'est comme si le véhicule devenait partie intégrante de l'identité des personnes. Puis là, à gauche, on nous a mis quelques citations. Là, ce sont des vraies citations de gens à qui on a discuté dans un groupe de discussion. On dit des choses comme ça impose le respect, ça fait professionnel, je suis rendu là dans la vie. Puis c'est toutes des situations où les gens se déplacent, par exemple, pour aller dans un party de famille. Puis là, ils stationnent la voiture et en rangée, c'est tous des VUS. Fait que tu te sens étrange quand toi, tu arrives avec ta petite voiture. Tu sais. Donc, il y a vraiment ce côté-là avec une norme sociale qui s'est créée autour des VUS, puis les gens, ça fait partie de leur identité. Ce qui est toujours plus difficile à décortiquer que si c'était simplement un débat de chiffres rationnel. Bon, un autre des éléments qui ressort très souvent, c'est que le VUS est fortement associé à la notion ou au sentiment de sécurité. Et pas longtemps après, il y a souvent le mot enfant ou famille qui vient avec ça. Donc, tu sais, les gens vont nous dire des choses comme ben, mon véhicule est plus haut, j'ai moins peur d'avoir un accident, surtout quand mes enfants sont à bord. Où ça me donne l'impression d'être bien enveloppé, bien en sécurité. Je suis comme dans un cocon quand je suis dans mon VUS. Les gens vont me dire qu'après ça, quand ils retournent dans un véhicule de taille standard, ils ont l'impression que c'est petit, ils ont l'impression que c'est bas, ils ont l'impression que c'est moins sécuritaire. Alors que, comme le disait Philippe, c'est une perception erronée parce qu'évidemment, il y a plus d'accidents qui sont causés par les VUS. Mais ça, les constructeurs automobiles l'ont bien compris, la taille du véhicule est fortement associée à une notion de sécurité.
Puis ces deux éléments-là, je l'ai mentionné, le volet identitaire, le volet sécurité, tout le volet viril, bois, etc., tout ça qu'on peut associer dans les publicités automobiles, c'est vrai partout en Amérique du Nord et même un petit peu en Europe, mais surtout en Amérique du Nord, là, parce que là, le VUS est vraiment un phénomène très nord-américain. Mais ce qui est particulièrement vrai pour le Québec, pour le Canada, c'est qu'on a, les publicités automobiles vont l'associer également à des notions de liberté et de nordicité. Donc, c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans les groupes de discussion, comme quoi que l'hiver québécois rendait le VUS nécessaire. Évidemment, on pourrait se poser la question que faisaient les automobilistes québécois avant les années 90 lorsqu'il n'y avait que très peu de véhicules, de camions légers au type VUS sur nos routes. On pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion, mais c'est vraiment quelque chose qui revient très, très souvent. Donc, les sports, le plein air, aller faire du ski, aller à la montagne, et aussi de l'autre côté, évidemment, ben, je ne serai pas pris dans un banc de neige avec mon VUS, avec mon gros 4x4, etc. et tout ça. Donc, évidemment, et la nordicité fait partie intégrante de l'identité québécoise, l'identité canadienne. Donc, les constructeurs automobiles l'ont compris, ils viennent l'associer, jouer sur des codes identitaires émotifs forts au sein de la population. Puis l'autre élément que je trouvais intéressant, un autre élément qui est intéressant de noter, encore une fois, je reviens à dire que les arguments rationnels ont plus ou moins de poigne. C'est qu'en fait, le fait que les véhicules coûtent plus cher, comme disait 10 000 de plus, comme nous parlait Philippe tout à l'heure, et évidemment qu'ils coûtent plus cher en essence, les gens l'ont pas intégré. En fait, c'est pas aussi clair que ça. Puis c'est Philippe, tu le disais tantôt, les gens reviennent beaucoup. Ouais, mais moi, j'ai un véhicule qui consomme plus. Mon véhicule, si on regarde ce qui est consommé au litre, c'est un peu équivalent. Je ne suis pas convaincu. Ça fait une grosse différence. Alors que chiffres à l'appui, on les a. Donc, c'est des chiffres qu'on doit répéter, mais qui, c'est pas aussi clair que ça dans la tête du consommateur que ça coûte vraiment plus cher. Un autre élément aussi, puis ça, je dirais, c'est un constat que moi, j'ai vu dans d'autres groupes de discussion sur d'autres campagnes à saveur sociétale, mais qui était flagrante là, dans le cas du VUS, c'est que tout message publicitaire ou d'autorité qui culpabilise les gens par rapport à leur comportement crée un effet de ressac immédiat, puis les gens nous écoutent peu par rapport à ça. Donc, il y a comme ce côté-là où les gens disent hey, moi, je suis impuissant face au changement climatique, j'ai besoin de mon VUS. Venez pas en plus de ça me dire que je suis une mauvaise personne parce que j'ai un VUS. Donc, les gens disent j'aime pas ça quand on me fait sentir coupable, mais je suis pas une mauvaise personne. Donc, évidemment, on peut en rigoler de cette réaction-là, mais ça veut juste dire que nous, comme publicitaires, puis comme organisation, fait un choix après ça dans ces messages de le faire d'une manière qui est non culpabilisante ou le moins possible pour favoriser l'écoute puis la rétention du message. Puis l'autre élément qui est revenu aussi, c'est que en fait, lorsqu'on parlait, on parle d'études, on parle de chiffres, tout ça, c'est quelque chose qui demeure vague pour les gens. Ils aiment ça évidemment qu'on ramène les exemples ancrés dans leur quotidien, parce que de parler d'air pur, de nature, de 13 tonnes de GES versus 33 tonnes de GES, c'est très abstrait tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a développé une campagne qui va être axée un petit peu plus sur les exemples du quotidien. Puis évidemment, l'autre chose, puis là, c'est vrai, Philippe et moi, on en discutait, c'était peut-être moins vrai depuis l'été passé où il y a eu beaucoup de feux de forêt qu'on a liés assez directement au changement climatique. Donc, on a vu au Québec des images catastrophes, mais d'une certaine façon, les gens, si on leur dit trop qu'il y a une catastrophe en lien avec les changements climatiques, c'est comme si ça devenait trop, puis ils nous croient plus, puis ça crée une espèce de fatigue dans le discours. Finalement, un autre élément qui est très intéressant qui est sorti des groupes de discussion, c'est que les gens, la meilleure façon d'ouvrir leur discussion, c'est avec un petit clin d'œil humoristique. T'sais, tout le monde est conscient qu'on est tous des êtres de contradiction. Il n'y a personne de parfait. Fait que pourquoi pas rire de nous-mêmes un petit peu? Les gens nous disaient, ben c'est vrai, hein, je suis un peu contradictoire, je recycle, je lave, je rince toujours mes petits pots de yogourt avant de les mettre dans le recyclage. Puis après ça, je m'en vais au travail dans mon gros VUS super polluant. Fait que ces espèces de situations-là ancrées dans le quotidien qui montrent des contradictions, c'est devenu une piste quand même intéressante là, qu'on a pu développer par la suite dans la présentation. Ici, on vous montre quand même que partant de l'analyse, la recherche, ensuite dans les groupes de discussion,
on a pu quadriller un peu nos publics cibles. On les a quadrillés en fonction de typologie de personnalité puis de pourquoi ils sont susceptibles ou pas d'acheter un VUS. Fait qu'il y a des facteurs sociaux qui sont très forts. J'en ai parlé tantôt, la norme sociale, les gens qui ont déjà un VUS ou les familles où tout le monde a des VUS, il y a vraiment un renforcement positif qui est fait de ce côté-là. Il y a les motivations plus personnelles, donc le plaisir, les normes sociales qui sont renforcées, tout ce qui est identité. Puis évidemment, il y a tout ce qui est lié au produit, donc confort, sécurité, la position de conduite élevée, etc., etc., et tout ça. Puis le seul facteur qui était un facteur négatif, c'est-à-dire qui faisait que les gens étaient moins susceptibles d'acheter un VUS, c'est vraiment que les gens qui associent une identité spontanément, une identité environnementale qui est forte envers elle. Donc, nous, on a ciblé qui, en fait, avec le volet publicitaire? On a identifié une cible là, qui était une cible d'acheteur potentiel de VUS, mais qui n'était pas trop loin dans sa vie pour en avoir fait vraiment une habitude, là, puis qui est beaucoup plus difficile à désamorcer. Si notre cible primaire, ce sont des hommes, des femmes au Québec de 30-45 ans. On cherchait aussi plus spécifiquement un couple avec enfants propriétaire d'une voiture qui réfléchit à l'achat. Bon, moi, j'ai 2 enfants, puis tu sais, je veux dire, je suis exactement dans la cible qu'on ciblait, puis c'est drôle parce que dans mon entourage, on en est beaucoup là dans cette taille, dans ce groupe d'âge à se dire, bon, là, il y a 2 enfants, on a-tu un BVUS où on est correct avec notre voiture, notre berline? Ben, c'est exactement à ces gens-là sur lesquels on voulait intervenir avec notre campagne. Puis de manière secondaire, bon, on voulait travailler un petit peu plus jeune, donc les gens plus dans la vingtaine qui ont 100 enfants puis qui sont dans la réflexion d'achat pour un premier véhicule pour essayer de ne pas les amener dans le cercle vicieux des achats des VUS. Donc ça, c'est un peu la mise en bouche sur la réflexion, la stratégie derrière la campagne. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a fait en fait comme campagne? On a proposé en fait un mix média qui devait maximiser 2 choses. Donc, à la fois de la portée puis à la fois de la fréquence. Excusez-moi le jargon de publicitaire ici, mais la fréquence, c'est vraiment le nombre de fois où les gens peuvent entendre notre message. Évidemment, plus la fréquence est élevée, plus la rétention est élevée, puis c'est ce qu'on cherche à faire, une bonne rétention du message pour amener une prise de conscience, puis éventuellement un changement de comportement. Puis la portée, ça, c'est le nombre de paires de yeux ou le nombre de paires d'oreilles, le nombre de personnes qu'on est capable de rejoindre. Donc, on a travaillé en fréquence en étant présent beaucoup sur la radio, puis on a travaillé en portée en étant présent sur les médias numériques, puis sur les plateformes de web télé. Donc, ça nous a quand même donné une bonne diffusion de ce côté-là. Puis peut-être juste pour commencer, vous mettre en bouche un peu, on va vous faire écouter le spot radio qui a été diffusé au 98.5 et sur plusieurs antennes régionales au Québec pendant la campagne. Offrez-vous le VUS parfait pour y mettre vos skis, tous les amis des petits et la moitié de votre 4,5. Gâtez-vous avec un VUS bien plein et un portefeuille bien vide. L'achat d'un VUS coûte en moyenne 10 000 de plus qu'une voiture. Un VUS, le véhicule parfait pour vos longs périples dans les régions éloignées, comme le stationnement du centre d'achat. Un VUS consomme 20 % plus d'essence qu'une voiture. Avant d'opter pour un VUS, évaluez vos vrais besoins. Un message d'Équiterre produit avec la participation financière du gouvernement du Canada. Donc, vous aurez compris là, que, en fait, le petit montage, on vous a collé deux spots de 15 secondes, un en arrière de l'autre. Donc, c'était des publicités 15 secondes. Puis c'était vraiment là sur l'apprentissage qu'on a fait en groupe de discussion, des situations du quotidien, exposer également le côté contradictoire ou le fait que, dans le fond, tu utilises ton VUS pour pas grand-chose. Là. Tu sais, tu t'en vas au dépanneur t'acheter une pinte de lait, c'est quelque chose qui se fait dans une petite voiture, c'est quelque chose qui se fait à vélo, c'est quelque chose qui peut se faire à pied aussi, tout dépendant où tu habites. Fait qu'on a voulu jouer là-dessus. Puis créativement parlant, puis c'est un peu ce qui a donné le ton aussi au reste de la campagne, on a vraiment voulu, comme notre cible, ce sont des gens qui réfléchissent à l'achat d'un second véhicule, ce sont des gens qui réfléchissent à passer de la berline au VUS, ou ce sont des gens qui réfléchissent à s'acheter un premier véhicule, mais on s'est dit on va coopter, on va utiliser les codes publicitaires traditionnellement associés à l'industrie automobile. Donc, vous avez reconnu la voix annonceur, la manière de présenter les choses, des publicités. On était vraiment dans ce type de code auditif-là, mais de code visuel également.
Donc, là, on vous montre des exécutions qui ont été faites pour les médias sociaux et publicité numérique, donc divers formats, bannières, Facebook, Story, Instagram, etc., qui ont été faites tout ça là-dessus. Puis l'idée, en fait, c'est qu'on a repris 4 des arguments principaux qu'on utilisait, donc essentiellement l'affect identitaire, l'argent, le coût associé, et le fait, en fait, que les gens n'utilisent pas le VUS pour ce qu'on prétend que le VUS peut faire dans la publicité automobile. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu jouer pour donner quand même une rotation là, intéressante aussi à l'ensemble de la campagne. Puis tout ça a été décliné en volet GIF. Ça va vous montrer, oh, excusez, je me suis trompé, je ne l'ai pas pesé ici. Pendant qu'on regarde les bannières, on va pouvoir juste aller voir justement comment ça s'est décliné dans un volet vidéo pour expliquer le suite de la campagne. Un VUS avec près de 3000 litres d'espace de chargement. Parfait pour aller chercher un 2 litres de lait. Un VUS consomme en moyenne 20 plus d'essence qu'une voiture. Avant d'opter pour un VUS, évalue tes vrais besoins. Un VUS 7 passagers. Idéal pour les grandes familles de 3. Un VUS est 2 fois plus souvent impliqué dans des collisions avec des piétons qu'une voiture. Avant d'opter pour un VUS, évalue tes vrais besoins. Un VUS pour affronter tous les types de routes. La route vers la garderie, la route de l'épicerie et même la route vers la station-service. Un VUS produit en moyenne 20 plus de GES qu'une voiture. Avant d'opter pour un VUS, évalue tes vrais besoins. Je vais ouvrir mon micro. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute cette thématique-là qui revient. On a identifié les arguments, on a identifié nos cibles, la tonalité, puis on récupère les codes de l'industrie automobile pour faire sa vente de véhicules, pour les utiliser à nos propres fins, évidemment. Fait que là, évidemment, on disait toujours, là, ici, c'était des petits gifs, là, on ne les voit pas en ce moment à l'écran, mais on dit un VUS parfait pour visiter la Côte-Nord, mais tu vas juste sur la Rive-Nord. Le VUS de ceux qui veulent être vus, mais qui ne voient rien. Parce qu'évidemment, à cause de la hauteur des véhicules, on ne voit pas les enfants ou ce genre de choses-là qui passent devant nous. Puis VUS bien plein, mais portefeuille bien vide parce que ça coûte 10 000 de plus cher à l'achat, puis ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, en essence à alimenter. Donc, ce sont toute une série d'arguments qu'on est capable de décortiquer. Volet radio, volet vidéo, c'était présent à la web télé, mais aussi tout un volet aussi GIF, bannière qui était présent sur les médias sociaux. Puis ça ici, Philippe, c'était un autre volet, en fait, qui a été fait, on ne va pas nécessairement la regarder, mais il y avait tout un volet de contenu qui était développé aussi sur les canaux d'Équiterre, puis qui étaient vraiment, en fait, des canaux qui servaient avec la signature pas de VUS pour moi, pour que les gens se l'approprient, qu'on montre, en fait, qu'il y a des familles qui sont capables de faire leurs activités au quotidien sans nécessairement avoir un VUS. Exact, c'était pour montrer, c'est ça, un témoignage inspirant, parce qu'on je vais vous présenter aussi après des solutions qu'on a, parce que c'est beau de dire aux gens, je l'ai quand même nommé au début, là, qu'il y a d'autres alternatives, tout ça, mais on veut quand même aussi être dans les solutions. Et là, on trouvait ça intéressant, cette famille-là. En passant, on entend aussi, on parle de familles nombreuses. Dans ce cas-là, il y a 3 enfants, mais au Québec, il y a seulement 15% des familles qui ont 3 enfants et plus. Fait que c'est vraiment, on entend beaucoup l'industrie, les concessionnaires mentionner ça, les familles nombreuses, blablabla, mais on le sait qu'il y a de moins en moins d'enfants et dans les faits, c'est seulement 15% des familles qui sont 3 enfants et plus. Fait que la famille type au Québec a un enfant ou 2 seulement. Et là, on trouve ça encore plus intéressant donc de voir une famille avec 3 enfants qui a une seule petite voiture pour se déplacer. Je parlais des autres outils qu'on a créés. On a notre comparateur qui est très apprécié des gens. On compare vraiment l'impact de 2 véhicules. Il est sur notre site web, là, pas de VUS pour moi, il fallait le consulter. On a pris une centaine de modèles les plus vendus au Québec. Puis pour chacun, quand on le compare, on a un score général sur 100 global. Ensuite, au niveau de l'environnement, au niveau de la sécurité, au niveau des finances. Merci à l'équipe technique qui vient de partager le lien à l'instant, que vous pouvez voir dans le chat. Donc, cet outil-là est super intéressant parce qu'entre autres, quand on était dans des salons de l'auto, c'est un peu moins évident d'aborder des gens. On est équitaire, les gens ont peut-être une idée du message qu'on veut leur passer, mais quand on leur dit « Ah, vous cherchez une voiture, etc., regardez notre comparateur »,
là, ça les éduque un peu par défaut, dans le sens qu'ils comparent, puis ils voient vraiment, ah oui, on voit les graphiques, on voit ça coûte tant d'argent, ou ça pollue plus, ou c'est la cote de sécurité pas très bonne. Fait que ça va être vraiment à faire des comparaisons aussi là, pour ceux qui estiment devoir se procurer une autre voiture. On a également travaillé avec l'organisme Options Consommateurs, un guide pour l'achat ou la location d'une voiture, pour faire attention aux pièges de l'industrie. Vous avez remarqué qu'on voit jamais, presque pas, le prix total. C'est toujours des paiements sur 24 ou 60 mois, 0% d'intérêt. Fait que les gens ont de la difficulté à savoir combien ça va coûter exactement. Donc, on a développé ça avec Options Consommateurs, qui sont spécialisés justement au niveau de défendre et d'outiller les consommateurs. Il est également disponible sur notre site. Et cette campagne, est-ce que ça fait presque 3 ans maintenant qu'elle roule? Est-ce que ça a fonctionné? Donc, on vous présente les constats qu'on a fait, les résultats. Ça fait beaucoup jaser, ça a amené beaucoup de trafic par le fait même sur notre site web. On a eu 150 000 visites sur la page Pas de VUS pour moi en français, 50 000 visites sur la page en anglais. Sur notre site, en fait, cette page-là, on voit le visuel, on retrouve le lien. Quelqu'un qui a vu une publicité retrouve cet univers-là qui a été travaillé par Uppercut. On a rapidement notre comparateur. Par la suite, on rappelle les impacts des VUS, on cite les sources, la méthodologie. Parce que c'est une critique aussi qu'on avait au début, les médias sociaux, les gens qui se sentent trop coupables d'avoir un VUS, qui se sentent attaqués par la campagne. On a l'impression qu'on invente ces chiffres-là, mais on montre la méthodologie, elle vient de qui, on les a travaillés avec des groupes, etc. C'est pas des données, évidemment, qu'Équiterre a inventées. Fait que donc, beaucoup de visites sur le site web. Dans les médias, ça a été vraiment impressionnant. On a eu 330 mentions dans les médias écrits, radio, télévision. On est allé, tous les gros noms ont couvert notre campagne, grosso modo. À droite, on voit notre directeur des relations gouvernementales, Marc-André, en entrevue, en face-à-face, en fait, avec Mario Dumont. Je pense qu'il y a eu 3 fois des face-à-face, des débats avec Mario Dumont, qui a une position très pro-VUS. Les familles en ont besoin. C'est plus sécuritaire. Il y a de la neige. Il y a des bancs de neige sortir de Montréal. C'est l'hiver. Tous ces clichés-là là, qui sont ramenés chaque fois. Et ce que je vous amène aussi, que je trouve intéressant, c'est le ton utilisé. Les médias aiment ça, la polémique, aiment ça avoir des petites confrontations. On voit le titre à gauche, Équiterre en croisade contre les VUS. Rien de moins. On revient à l'époque là, des guerres de religion. Et une campagne de publicité anti-VUS, alors que pour nous, c'est une campagne sur les VUS, c'est pas une campagne anti-VUS. On en parle, vous l'avez entendu, évaluer vos vrais besoins. On est beaucoup sur les besoins. On n'a jamais dit à quelqu'un, toi, tu as droit à un VUS, toi, tu n'as pas le droit. C'est d'évaluer tes vrais besoins. Regarde ce que tu fais comme déplacement, c'est quoi que tes besoins, puis prends la décision. Mais les médias ont beaucoup aimé le tourner, là, comme c'était vraiment, on était très extrémistes et radical. Mais bon, ça a amené énormément de discussions, de lignes ouvertes, de débats. Et on a l'Association des concessionnaires automobiles du Québec, la Corporation, pardon, des concessionnaires automobiles du Québec, qui ont vraiment réagi fort au début, avec Robert Poetti, qui était à l'époque PDG, qui ne travaille plus pour eux maintenant. Qui ont vraiment sorti avec virulence sur la campagne, s'attaquant même à nos messagers, messagères. Dans ce cas-ci, notre porte-parole, Andréane Brazeau, comme quoi il avait mentionné quelque chose comme quoi elle ne voit pas plus loin que son nez, est trop jeune, elle ne connaît pas l'histoire du Québec, c'est beaucoup pour ses frêles épaules. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est tourné contre lui. On voit l'article à droite, Robert Poetti fait-il du sexisme et de l'agisme? Ça a été amené à quel point il attaquait la personne parce qu'elle était plus jeune puis c'était une femme. Et elle a été capable de tourner ça en dérision en publiant cette semaine-là, après cette semaine chargée. Mes frêles épaules ont tenu le coup. Il y avait beaucoup d'entrevues médiatiques accordées à ce moment-là. D'autres idées dans les médias, on a parlé tantôt un peu, bon, on parle de politique publique, on va revenir aussi sur d'autres sondages. On voit les unes qui ont été faites par les médias. Les Québécois veulent un encadrement des pubs de VUS. Équiterre qui appelle une meilleure réglementation de l'offre de VUS au Québec. On voit aussi du côté anglophone des articles qui sont parus. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, la semaine passée, il y a le Toronto Star qui a fait un article sur l'obsession, la dépendance des Canadiens envers les VUS, qui cite Équiterre, le travail qu'on a fait, les études qu'on a fait, la campagne, parce qu'évidemment, c'est un problème, c'est un enjeu national qui est même
pire dans l'Ouest canadien. Là-bas, ça pollue 30% plus en moyenne qu'un véhicule, versus ici 20%. Les véhicules sont encore plus gros là-bas. Fait que c'est vraiment un enjeu national, américain évidemment aussi. Donc, Toronto Star qui en ont parlé la semaine passée. On a un journaliste émérite également qui est venu, qui collabore beaucoup avec Harvard, David Zipper, qui a écrit un article qui est paru il y a peut-être 10 jours, qui est venu à Montréal, qui est venu regarder qu'est-ce qui est mis en place. Vous avez peut-être entendu parler d'arrondissements comme Rosemont, où maintenant tu as une taxe plus élevée pour pas l'immatriculation, là, mais les frais reliés à ta voiture, en fait, là, pour le stationnement en fonction de un mix de taille-poids. Dans ce cas-là, c'est le poids, en fait, qui est utilisé. Fait qu'il y a des trucs comme ça. À Paris, vous avez peut-être vu aussi, il y a une taxe pour les VUS qui veulent stationner à Paris pour des non-parisiens. Ça l'a triplé. On parle d'à peu près 40 de l'heure maintenant pour stationner sa voiture à Paris pour 1 heure, si c'est un VUS. Fait qu'il y a vraiment un buzz. On entend vraiment, vraiment plus parler qu'il y a 3 ans. Et ce qu'on trouve intéressant aussi du côté des quitteurs, parce que les objectifs de la campagne, comme je mentionnais, ça n'a jamais été de dire achète-toi pas un VUS, c'était d'informer sur les impacts. Après, les gens feront le choix qu'ils veulent, mais ne pourront pas dire je suis pas au courant des impacts. Et on voyait vraiment Nathalie Normando, par exemple, il y a 3 ans, qui faisait des lignes ouvertes sur est-ce que vraiment les VUS, c'est pire pour l'environnement, la sécurité, c'est pas plutôt le conducteur qui est responsable, peu importe ce qui conduit. Le genre d'argument classique. On entendait ça il y a 3 ans. Et récemment, dans des lignes ouvertes qu'elle anime, ça va être nommé spontanément. Bon, on le sait que les VUS polluent plus, il y a plus sont plus dangereux, mais pour quelle raison vous avez un VUS? Est-ce qu'on est capable de vivre sans VUS? Fait que la presse également récemment qui a fait un sondage, que c'était mis d'emblée dans la question, les VUS polluent plus, sont plus dangereux. On aimerait ça savoir quand même pourquoi vous en avez un malgré tout ça. Fait qu'on voit vraiment l'énorme différence là, de même pas reconnaître les impacts à au moins reconnaître les impacts maintenant. Fait que ça continue, là, comme je disais, médiatiquement encore de faire beaucoup parler. Puis on sait que la campagne, entre autres, beaucoup contribué là, à tout ce débat-là. Quand on a publié il y a 3 ans, la première fois qu'on lançait la campagne, ces médias sociaux, c'était aussi l'époque qu'on pouvait partager les nouvelles là, sur Facebook, entre autres. C'était un peu petit, là, mais on avait 302 commentaires, 61 partages. La publication de gauche, à droite, 330 interactions, 321 commentaires, 144 partages. C'est intéressant aussi de voir le nombre de partages des statistiques sur l'utilisation réelle des VUS. Fait qu'on se doute que c'est des gens qui devaient envoyer ça à des gens qui ont des VUS ou qui pensent en acheter, de dire, ben, tu l'utilises peut-être pas comme l'industrie te le vend ou faire croire que tu en as tout le temps besoin. Fait que ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Je salue le travail de ma collègue Aélis qui s'est occupée de modérer les médias sociaux et de réagir. Ça a été un travail de fou au début. Puis ce qui est intéressant, c'est plus ça allait dans la campagne, plus les gens se répondaient entre eux, puis il y a des gens qui reprenaient un peu nos positions, puis qui expliquaient un peu les différences aux gens. Fait qu'on voit vraiment que ça chemine aussi à ce niveau-là. D'autres constats, résultats, 61% des personnes qui ont vu la campagne affirment avoir une meilleure compréhension des impacts environnementaux des VUS. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, là, que c'est vraiment plus acquis maintenant. Et on a un indice d'appréciation de la campagne qui est à peu près dans les normes de léger marketing, autour de 7 sur 10. Ce qui est bon, comme c'est une campagne qui est plus polarisante. Ce n'est pas une marque de yogourt versus une autre, etc. Marc, je pense que tu voulais réagir à ça. Oui, c'est intéressant parce que d'ailleurs, on avait une question dans le chat, justement, qui portait directement là-dessus. Fait que je sais qu'on avait dit qu'on garderait les questions pour la fin, mais on est là, on en parle, fait que c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que la question, là, je l'ai pas ouvert les yeux, mais il me disait essentiellement comment on fait pour mesurer l'impact d'une campagne de marketing sociétal. Puis je pense que c'est ça, la réponse, elle est là, c'est qu'en fait, on identifie des indicateurs de performance avant. On les mesure avant, on les mesure après. En règle générale, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Fait qu'on peut le faire avec aller chercher de la donnée quantitative là-dessus. Dans ce cas-ci, on avait travaillé avec Léger Marketing pour aller chercher ces données-là. Parce qu'évidemment, vous avez raison, contrairement à une marque qui vend des yogourts, on peut mesurer leur succès au nombre de petits pots de yogourt qu'ils ont vendus. Quand on travaille au niveau des idées, on n'a pas ce chiffre-là, mais on est capable de mesurer la notoriété, l'appréciation des publicités. Puis moi, comme publicitaire, quand je constate que 61% des personnes qui ont été exposées à la campagne disent avoir une meilleure compréhension, ben on se dit qu'on a bien fait notre travail dans ce temps-là. On se dit qu'on a quand même mission accomplie. Puis pour ce qui est de l'indice d'appréciation, juste que vous sachiez un petit peu, c'est une mesure qui est utilisée pour
des publicités de toutes sortes, là, que ce soit du marketing sociétal ou pour la vente de produits plus classiques. Puis, règle générale, si on se situe à 7, c'est excellent. Puis nous, dans notre cas, évidemment, c'était un sujet qu'on savait qu'il allait polariser, mais qu'on s'attendait peut-être à se retrouver autour de 5-6. Donc, de voir qu'on était sur le petit bar d'atteindre la zone que d'autres produits cherchent à atteindre, on était très contents de ça. Ça veut donc dire que la campagne, par sa tonalité, par le petit clin d'œil qu'il y avait à l'intérieur de ça, le côté humoristique, a réussi à faire à capter l'attention des gens. Puis on a juste, tu sais, en publicité, à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on lance une campagne de publicité puis tout le monde a changé de comportement, etc. Rappelez-vous, à l'époque, les plus vieux d'entre nous se rappelleront peut-être la glorieuse époque des années 80 où on était bombardé de pubs, de cigarettes, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur un certain temps où est-ce qu'il a commencé à avoir de la publicité, du marketing sociétal contre la cigarette, contre le tabagisme. Puis la norme sociale a pris du temps à changer, puis regardez où on en est aujourd'hui. Ce serait inimaginable de revenir en arrière. Mais c'est ça. Donc, c'est un travail qui est fait constant. Puis la publicité est une très bonne arme là, dans l'arsenal des organisations comme Équiterre pour amener ces prises de conscience-là, la sensibilisation, puis à terme, un changement de comportement. Donc, est-ce que ça peut se mesurer? Je répondais à la question, je pense que c'est monsieur là, qui la posait tout à l'heure dans le chat. Ben, la réponse, c'est oui. Oui, puis on a eu, merci Marc, on a eu, c'est ça, 157 millions d'impressions en médias payants depuis le lancement de la campagne. Et ça, c'est très intéressant aussi. On peut, comme Marc mentionnait, on peut analyser, évaluer la campagne de plusieurs façons. Nous, ça, c'est un point important. Équiterre, on travaille beaucoup au niveau des choix politiques qui sont faits, etc. Et le sondage qu'on a fait il y a peut-être un an, 58% des Québécois sont d'accord pour encadrer la publicité qui annonce les camions légers. Donc, un score intéressant. Les autres chiffres, on les a partagés publiquement. Certains vont dire, ouais, c'était même pas 50%, mais si on se rappelle aux élections provinciales, là, la taxe orange de Québec solidaire, là, que c'était même beaucoup de journalistes un peu ridiculisaient ou ils croyaient pas, on a quand même autour de 40% là, de Québécois qui sont prêts à avoir une taxe plus élevée pour l'immatriculation, qui sont prêts à avoir une taxe additionnelle, même sur la vente de camions légers lors de la vente. Fait que, on n'est pas à 15%, là, on est quand même à presque la moitié. Fait qu'on voit que ça chemine, on voit que les gens reconnaissent les impacts, voient que ça fonctionne pas, il faut des trucs dissuasifs, etc. Puis nous, Équiterre, ben, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, on a décidé de tabler, entre autres, sur l'encadrement de la publicité automobile. Marc en a parlé un petit peu, je vais refaire à la fin, je vais terminer justement avec des comparaisons avec l'industrie, la lutte au tabagisme là, qui a été fait avec succès au Québec. Pourquoi donc la campagne a bien fonctionné? On en a parlé un petit peu, c'était tangible. Avec Uppercut, on a trouvé des exemples concrets du quotidien. On a eu des données scientifiques. Je vous dirais qu'à chaque fois qu'on a fait des sorties, on a été très couverts parce qu'on arrivait avec des résultats d'un nouveau sondage, on arrivait avec l'utilisation réelle des VUS, l'opinion politique des Québécois sur un truc. Fait qu'on arrivait avec des nouvelles données. Ça, les journalistes sont très friands. Même les gens aussi, c'est bon d'avoir un chiffre, que ça soit concret. Un ton positif, humoristique, qui évite la culpabilisation. C'est ce qu'on a cherché à faire avec cette campagne-là. On a toujours fait très attention pour pas aller dans le moralisateur. L'utilisation des codes publicitaires propres à l'industrie automobile, on l'a vu abondamment. Et la position d'Équiterre aussi assumée, que nos ambassadeurs, ça a amené beaucoup de mobilisation, beaucoup de gens qui se sont prononcés, qui ont répondu à cette campagne. Fait qu'en conclusion, avant de prendre des questions, s'il y en a d'autres, il nous reste une dizaine de minutes. On a quand même un chiffre qui est important à travailler dans le sondage qu'on a fait avec Léger il y a peut-être un an. 72% des Québécois ont quand même encore une bonne opinion des VUS. C'est le chiffre qui doit diminuer. On parle d'acceptabilité sociale, de normes sociales. C'est vraiment ça. Le gouvernement, malheureusement, peu importe le gouvernement général, gouverne par sondage beaucoup. Fait que s'il voit qu'une acceptabilité est grande, plus de chances qu'une loi passe. On peut faire des parallèles avec le tabac. On l'a vu à un moment donné aussi pour avoir été partenaire à l'époque, une compagnie pour le bronzage, les salons de bronzage interdits pour les moins de 18 ans. Il y a une loi qui a passé, mais il y avait comme 90% d'appui pour ça. Fait que si on est capable de baisser en fait la bonne opinion des VUS, plus de chances qu'il y ait des mesures législatives mises en place. Parce que oui, on a beau faire ces campagnes-là, on a un certain impact, etc., mais ultimement,
Les politiques publiques, c'est ce qui va aussi faire la différence. C'est ce qu'on demande aussi toujours depuis longtemps du côté des critères. Le fameux bonus-malus, en gros, c'est assez simple. C'est de taxer davantage les gros véhicules polluants pour plutôt récompenser les bons comportements, bâton et la carotte, si vous voulez. Donc, encourager l'achat de petites voitures, de voitures électriques, pénaliser les gens qui achètent des grosses voitures. Et en France, par exemple, un F-150, vous allez payer, qui est le véhicule le plus vendu au Canada depuis plusieurs années. C'est un gros pick-up. Vous allez payer à peu près le prix d'achat en taxes. C'est autour de 40 ou 60 000 euros. En France, un F-150, vous payez le même prix de taxes. Fait que les ventes, évidemment, il n'y en a presque pas. Là, ça coûte tellement cher, mais c'est comme ça qu'on réussit à contrer. On ne dit pas que c'est ce qu'on recommande, là, équitable, là, de mettre 100 de taxes, mais c'est d'avoir des prix plus élevés, des taxes après ça à l'immatriculation. Il y a plusieurs façons de faire, mais c'est sûr que le bonus-malus, nous et beaucoup d'organisations, c'est ce qu'ils recommandent aussi, sachant qu'on l'état de nos finances également, c'est quelque chose qui s'équilibre bien. Donc, il faut poursuivre le travail. On voit l'exemple aussi avec la lutte au tabagisme qui a été un succès. C'était vraiment des publicités qu'il y avait peut-être dans les années 50, 60, celle-là. Au-delà que tout le monde fumait, c'était même des médecins qui disaient cette marque-là est la préférée des médecins. On part de loin. Dans des classes à l'époque, les étudiants, même dans les années 80, les étudiants levaient la main pour voter s'ils acceptent de fumer ou non dans les cours. Vous vous souvenez peut-être des fumoirs qu'il y avait dans les écoles, les gens peut-être de mon âge, là, dans les 45-50 ans, tu avais des fumoirs quand tu rentrais dans les cégeps, même les écoles secondaires en fait. C'était absolument dégueulasse d'aller là. Fait que c'est quelque chose d'impensable maintenant, mais les VUS, avec la place qu'ils occupent actuellement, toutes les publicités, les commandites, les publicités style lifestyle, style de vie également, on espère que dans X années, on va se dire la même chose. Ça n'avait aucun bon sens à cette époque. Donc, je mentionnais qu'on travaille beaucoup pour l'encadrement de la publicité automobile. On a une pétition que vous pouvez aller signer. On a déjà 20 000 noms, 20 000 personnes qui aimeraient ça, qu'on encadre la publicité. On ne parle pas de l'interdire. Il y a une grosse différence. On parle de l'encadrer. Comme ça se fait entre autres en Europe, ça fonctionne bien. On ne peut pas présenter, par exemple, dans certains pays, la voiture qui est dans un endroit qui s'interdit de circuler. Donc, en train de traverser une rivière, en train de grimper une montagne à côté des chèvres. C'est interdit. On doit faire une petite promotion à des alternatives de transport, indiquer la consommation de carburant du véhicule, que le prix soit plus clair, que des versements X à 0% d'intérêt. Fait que c'est vraiment ça l'encadrement de la publicité. Fait que ça va pas tuer la publicité et tuer des revenus pour les médias. C'est vraiment de l'encadrer. C'est ce qui s'est fait aussi, je reprends les exemples avec le tabagisme. Ça a été, au début, c'était comme ça. C'était des publicités style de vie, les commandites étaient interdites. Après ça, c'est devenu autre chose. Ça a été au niveau de la publicité sur des lieux de vente. Fait qu'il y a beaucoup de choses à s'inspirer à ce sujet-là. Bon, l'offensive en cours, j'en ai parlé un petit peu dans le reste du Canada. Puis dans le fond, on a tous un rôle à jouer. Nous, comme clients, comme acheteurs, les publicitaires également, quand ils décident de concevoir pour leurs clients fabricants automobiles une publicité, bon, ben c'est d'éviter d'aller montrer justement des images de ce que décrivait Marc, la famille avec son VUS qui gravit les montagnes, s'en va stationner sur le bord du lac. C'est pas ça que les gens font dans la réalité. C'est même illégal de faire ça. Fait qu'on poursuit le travail. Puis pour le mot de la fin, ben l'engagement citoyen, qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous mobilise cette présentation-là ce midi? Vous pouvez aller consulter notre site, pas de VUS pour moi. Vous pouvez aller voir aussi Renversons la tendance par rapport à l'encadrement de la publicité. Signer notre pétition qui a déjà 20 000 noms, nous suivre sur les réseaux sociaux, s'abonner à l'infolette. Puis nous, du côté d'Équiterre, on continue le combat. On travaille fort aussi pour le financement du transport collectif. On parle d'alternatives. On estime que le transport collectif devrait être vraiment mieux financé. Et surveillez-nous dans quelques semaines où on va dévoiler un rapport vraiment intéressant sur qu'est-ce qui a été fait comme succès pour la lutte au tabagisme versus qu'est-ce qui peut être appliqué pour contrer là, cette culture de l'auto et des voitures encore de plus en plus grosses. Donc, rapport à venir dans les prochaines semaines. Fait que voilà, il nous reste 7 minutes s'il y a des questions. Je sais qu'on a répondu à une question tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ben, il y en avait une autre qui était comme un peu une question de suite là, sur la question de la mesure. Je trouve ça le fun, là, comme c'est moi qui ai les meilleures questions, Philippe. Moi, j'ai toutes des questions sur les résultats de la publicité. Mais la personne se demandait si on était allé plus loin dans la mesure. Là, si, par exemple, on avait non seulement mesuré l'impact
de la publicité sur les perceptions, mais sur l'intention de changer le comportement? La réponse est qu'on ne l'a pas fait à ce stade-ci parce que là, je pourrais vous montrer, mais dans le fond, nous, on a un modèle qu'on applique en fait sur les campagnes de sensibilisation versus changement de comportement. C'est une approche qui est semblable en marketing sociétal, mais on peut juste amener quelqu'un à changer de comportement ou à poser un geste si évidemment on l'a d'abord sensibilisé. Puis le pari qu'on a fait, en fait, c'est pas un pari, c'est que à la lumière des données qu'on avait au niveau sondage, au niveau de la recherche scientifique auquel nous a donné accès chez Équiterre, ce qu'on a constaté, c'est que pour les cibles qu'on avait, on avait une job de sensibilisation avant de faire une job de changement de comportement. Donc, tout ça, c'est sur un continuum. Hein? Tu as des gens qui vont être très hostiles, très fâchés, qui voudront rien faire. Ces gens-là, on va pas les agresser par exprès, on va pas les chercher par exprès. Tu as des gens qui sont entre les deux, qui sont un petit peu indifférents, qui sont quand même réceptifs à certains arguments, d'autres moins. Puis, à l'autre extrême, tu as des gens qui sont déjà convaincus des effets néfastes sur l'environnement, la sécurité, tout ça, des VUS. Puis, dans ce cas-ci, on voulait vraiment cibler les gens qui étaient un peu neutres entre les deux, qui étaient en mode réflexion sur leur prochain achat de véhicule. Donc, c'est pour ça que c'était pas... Oui, l'objectif, au final, c'est un changement de comportement, mais la campagne spécifiquement visait la sensibilisation. Le changement de comportement est quelque chose qui se mesure un petit peu plus sur le long terme. Merci Marc. 12h55, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on puisse répondre? OK, alors on vous remercie. On espère que vous avez trouvé ça intéressant, cette présentation-là. Nous, ça nous a fait plaisir de vous présenter cette passionnante campagne qui fait beaucoup réagir depuis 3 ans, puis qu'on voit vraiment des impacts intéressants. Fait que si jamais il y a quelque chose d'autre, n'hésitez pas à nous écrire ou consulter ce que j'ai mentionné là, comme médias sociaux et autres. Alors, merci tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.